82e briefing et qui sera d'ailleurs de l'année 2023, puisque nous allons faire une petite pause et que nous vous retrouverons tous le 11 janvier 2024. Voilà, donc dernier briefing, mais qui sera brillant comme d'habitude, j'imagine, avec nos intervenants. Pavel est en réunion, nous rejoindra peut-être un peu plus tard, mais nous avons l'essentiel, c'est-à-dire Igor à Paris, Arnaud à Moscou. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par Igor. Donc Igor, j'imagine, tu as plein de choses à nous dire et nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Oui, j'ai des choses dans ma musette, mais moins que d'ordinaire en tout cas. Rien sur l'assistance militaire américaine à l'Ukraine cette semaine, ce qui est rare. Souvenez-vous que depuis toutes les précédentes réunions qu'on a ici, je commence par vous égrener un peu l'état des lieux outre-Atlantique de l'aide à l'Ukraine. Et bien cette semaine, il n'y a rien à dire, puisque le budget n'a pas été voté, les démocrates et républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les uns veulent partir en vacances, les autres veulent voter quelque chose in extremis avant le 30 décembre. Pour l'instant, on en est là, balle au centre. Donc rendez-vous en 2024 pour vous en dire plus, si tant est qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Non, c'est du côté de Bruxelles qu'on a un petit peu avancé ces derniers jours, puisque, comme vous le savez, les 27 ont décidé d'octroyer, d'ouvrir les négociations pour l'adhésion avec l'Ukraine, mais aussi avec la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie et la Géorgie. Ça s'est décidé en fin de semaine dernière. Donc ça, c'est décidé jeudi précisément. Et vendredi, en revanche, ils ne sont pas parvenus à valider l'enveloppe de 50 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine en 2024, puisque la Hongrie s'y est opposée. Monsieur Orban, qui avait quitté, j'allais dire, voté avec ses pieds en quelque sorte, hein, l'ouverture des négociations pour l'adhésion à l'Ukraine, puisqu'il y reste opposé, mais n'a pas voulu bloquer le processus pour autant. Eh bien, en revanche, pour ce qui est du vote du budget 2024 et des 50 milliards d'euros destinés à l'Ukraine, il a posé son veto. Je rappelle que Bruxelles continue de maintenir, de geler 30 milliards d'euros pour la Hongrie, hein, qui sont donc bloqués en raison de la situation liée à l'état de droit, selon Bruxelles, dans ce pays. C'est du côté de l'Allemagne encore qu'il faut regarder pour ce qui est de l'aide militaire, puisque les Allemands ont octroyé jeudi dernier un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine, principalement alors une batterie de défense antiaérienne Patriot. Comme vous le savez, ce sont des choses qui à l'unité coûtent extrêmement, extrêmement cher. Des véhicules hein, tout-terrain, mais aussi des obus de 155 mm, les obus d'artillerie, j'allais dire standard. Plus précisément, 7390 obus de 155 mm. Alors, pour se rendre compte, chaque jour, l'armée ukrainienne consomme entre 6000 et 8000 obus sur le champ de bataille. Donc, dans ce paquet d'aide, l'Allemagne donne la consommation pour une journée de combat à l'armée ukrainienne. Toujours à titre de comparaison, en 2024, la France sera capable de produire 20 000 obus par jour, après avoir fait des réformes et de l'investissement dans les lignes de montage. Et 25 000 obus ont été commandés en France, dont la livraison s'étalera sur 2023-2025, donc sur un peu plus de 2 ans. Une fois de plus, à remettre en perspective avec la consommation quotidienne sur un champ de bataille ukrainien, qui est estimé en ce moment entre 6 000 et 8 000 obus. On voit qu'on en a pour quelques jours de combat de haute intensité, hein, comme on le dit maintenant. Du côté du budget allemand pour l'Ukraine, il y a eu également une mauvaise nouvelle, puisque, comme je vous l'indiquais la semaine dernière, l'Allemagne avait budgété 8 milliards d'euros pour l'Ukraine l'an prochain, hein, donc pour l'aide à l'Ukraine. À l'origine, c'était 4 milliards, et puis au dernier moment, ils ont décidé de doubler l'enveloppe, la passer à 8 milliards. Malheureusement pour les Allemands, et puis évidemment par incidence pour les Ukrainiens, le Conseil constitutionnel allemand a retoqué le budget, puisqu'il a décidé de retirer 60 milliards d'aides climatiques, ce qui menace donc l'enveloppe pour l'Ukraine, puisqu'il va falloir retravailler le budget. Et selon le porte-parole du gouvernement allemand, cette aide à l'Ukraine pourrait passer de 8 milliards d'euros à 520 millions d'euros dans une nouvelle perspective budgétaire. Donc évidemment, on n'est plus du tout sur les mêmes scénarios. Du côté de la Finlande, je l'avais évoqué la semaine dernière, la Finlande et les États-Unis ont signé lundi un accord de coopération de défense pour une durée de 10 ans qui va permettre à l'armée américaine d'utiliser une quinzaine de sites militaires finlandais, des polygones, des casernes, des bases aériennes. Les États-Unis pourront prépositionner du matériel sur le territoire finlandais.
Le texte, en revanche, ne précise pas de combien de personnel l'armée américaine pourra disposer au maximum en Finlande, de manière permanente ou de manière périodique. Ça, ce sont des choses qui seront manifestement réglées dans un autre document beaucoup plus, j'allais dire, plus précis sur les modalités de fonctionnement de ce cadre apporté par cet accord. Un sondage publié par Le Point le 19 décembre révèle le scepticisme des Français à l'égard d'une hypothétique victoire ukrainienne. Selon Le Point, 20% des sondés estiment que l'Ukraine peut l'emporter. 40% des personnes interrogées se prononcent pour la diminution et ou l'arrêt progressif de l'aide à Kiev, tandis que 24% sont en faveur de son augmentation. 25% sont pour le statu quo, c'est-à-dire le maintien en l'état de cette aide qu'apporte la France à l'Ukraine. 53% des sondés sont en faveur d'une victoire ukrainienne, sans trop de surprise, tandis que 13% souhaitent une victoire de Moscou dans le conflit. Donc voilà un sondage qui a été publié par Le Point avant-hier. Puis je vais terminer sur la diplomatie au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, puisque M. Lavrov a réalisé hier une tournée au Maghreb. Il s'est rendu d'abord au Maroc, à Marrakech plus précisément, pour participer au forum de coopération russo-arabe, qui ne s'était plus réuni depuis 2019 en raison notamment de la pandémie de Covid. Alors c'est un forum qui a regroupé évidemment le pays hôte, hein, le Maroc, la Ligue arabe et une quinzaine de pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar aussi, mais également l'Égypte, le Liban, l'autorité palestinienne, le Yémen, enfin et la Tunisie, où M. Lavrov s'est rendu ensuite, après son escale à Marrakech, pour rencontrer son homologue. Il a été question de céréales, il a été question d'agriculture, de coopération dans les humanités, et la partie tunisienne a formulé le souhait que le président Poutine se rende en Tunisie. Voilà, Président, pour ce dernier topo de l'année 2023. Merci beaucoup. Est-ce que cette réunion, enfin cette décision sur le processus d'entrée de ces nouveaux pays dans l'Union européenne a suscité une réaction côté russe? Euh, j'ai lu des réactions, c'est des réactions qui étaient assez, enfin, on était dans comment dirais-je, un petit peu de dénigrement, enfin, c'était un peu de la condescendance à l'égard de ce processus-là. Souvenez-vous, au début du conflit, la position de Moscou à l'égard de la perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne n'était pas franchement hostile, hein. Au tout départ, les Russes disaient, bon, on veut pas évidemment voir d'OTAN, hein. L'OTAN, c'est une ligne rouge. En revanche, pour ce qui est de l'Union européenne, bon, bah, on va voir ce qui se passe. C'était pas une position, une fois encore, qui était franchement hostile. Et puis ça a très vite évolué dès lors que les pays européens se sont mis à apporter de l'aide financière, militaire à l'Ukraine. On a vu dès le printemps 2022 le positionnement de la Russie évoluer radicalement puisque désormais l'Union européenne était considérée quasiment comme co-belligérante, en tout cas comme une entité au moins, j'allais dire, aussi hostile que l'OTAN pour d'autres raisons, hein. Donc, on a eu là des réactions qui étaient, me semble-t-il, oui, là, assez condescendantes. Mais le fait est en pratique, le chemin vers une Ukraine qui soit membre de l'Union européenne est encore très très long et très incertain. Donc, je pense que, évidemment, au-delà de ces réactions un peu politiques, je pense pas que les Russes soient extrêmement inquiets de ce point de vue-là. Pour ce qui est du cas de l'Ukraine, après pour la Moldavie, bon, on est sur autre chose. La Bosnie-Herzégovine, ça déjà, les Balkans, c'est plus loin. Et la Géorgie, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui y croit beaucoup plus. Merci. Eh bien, on va passer la parole à Arnaud maintenant qui va nous parler de politique intérieure, d'économie comme d'habitude. C'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques nouvelles, peu nombreuses, mais finalement intéressantes et significatives, avec d'abord le 12e train de sanctions européennes adopté en début de semaine contre la Russie, dont la mesure phare, c'est l'interdiction d'importation des diamants en provenance de Russie. Alors, cette mesure sera mise en place progressivement avec, dès le 1er janvier, interdiction concernant les importations directes de Russie. Ensuite, l'interdiction s'appliquera aux pays tiers et il y aura pour l'automne prochain l'élaboration d'un mécanisme de vérification, de certification. Donc l'Union européenne décline finalement une mesure qui a déjà été annoncée dans le cadre du G7. Elle va poursuivre ses consultations avec des acteurs importants tels que l'Inde et les Émirats arabes unis, dont on sait qu'ils sont
des pays de transit et de transformation des diamants russes. On sait par ailleurs que ces pays souhaitent conserver une position de neutralité, en tout cas ne pas s'impliquer et surtout ne pas avoir à pâtir d'éventuelles mesures extraterritoriales, qu'elles soient américaines ou européennes. On sait aussi que l'Europe et les États-Unis cherchent à conserver de bonnes relations ou les retrouver avec le Sud global. Donc, ce dossier est potentiellement compliqué à gérer politiquement pour les Européens vis-à-vis de l'Inde, encore une fois, et d'autres pays par lesquels transitent aujourd'hui les diamants russes. Autre mesure incluse dans le 12e train de sanctions, l'interdiction d'importation de fontes de Russie, de fils de cuivre, de GPL. Et dans l'autre sens, interdiction, et c'est significatif, interdiction de fournir à des entités russes des logiciels de gestion d'entreprise et de fabrication industrielle. C'est un point important qu'il faudra suivre. Des dérogations sont de nouveau accordées à certains États pour l'importation de brut. Et l'Autriche, qui avait, dans un premier temps, fait savoir qu'elle ne pouvait, en l'état, soutenir ce train de sanctions, a levé son veto une fois que l'Ukraine a sorti la banque Raiffeisen de sa liste des sponsors du terrorisme. Les États-Unis, j'en avais parlé la semaine dernière, à l'occasion d'une énième tranche de sanctions, eh bien, cette semaine, ils ont adopté de nouvelles mesures restrictives, très ciblées, à l'égard cette fois-ci de traders basés à Hong Kong notamment, aux Émirats arabes unis, ainsi qu'une société qui gère une partie des anciens tankers de Sovcomflot. Donc on voit que les États-Unis cherchent à resserrer leur étau sur les exportations d'hydrocarbures russes, avec toujours cette contrainte que, en réalité, les Occidentaux et les Américains en particulier n'ont pas intérêt à ce que les volumes russes sortent du marché, ce qui aboutirait à une augmentation majeure des cours mondiaux. Donc la voie est étroite. Il s'agit de réduire les recettes tirées par la Russie de ses exportations, finalement de lui compliquer la vie et de compliquer sa logistique, qu'elle soit financière ou matérielle, avec pour l'instant en tout cas des résultats extrêmement limités. On verra si les dernières mesures sont plus gênantes pour les exportateurs russes ou pas. Et puis il y a eu vendredi dernier une mesure qu'on avait annoncée en réalité, qui est tout sauf une surprise. Je parle du relèvement du taux directeur de la Banque centrale à 16%. La Banque centrale officiellement veut ralentir l'inflation. Elle veut surtout, me semble-t-il, calmer le marché du crédit, éviter une bulle immobilière, comme ça a été le cas aux États-Unis il y a une quinzaine d'années. La présidente de la Banque centrale, Mme Nabiulina, n'exclut pas un retour à un cycle de baisse du taux directeur à partir du printemps. Quelques brèves de politique intérieure maintenant. Il y a eu dimanche dernier le congrès de Russie unie, le parti du pouvoir en Russie, à l'occasion duquel le candidat et chef de l'État, Vladimir Poutine, s'est exprimé. Il est revenu sur la souveraineté de la Russie, hein, on l'avait expliqué, qui était déjà très présent dans sa ligne directe, sa conférence de presse de jeudi 14. Il est revenu là-dessus devant les membres et les dirigeants du parti. Il a eu cette phrase qui a été très largement reprise dans la presse occidentale, selon laquelle la Russie ne braderait pas en substance sa souveraineté pour un plat de lentilles ou un plat de saucisses en l'occurrence. Donc voilà, donc la séquence candidature et la campagne électorale se formalise, se met en place avant la trêve des confiseurs, comme on dit. Russie unie n'est pas la seule formation politique à se mettre en ordre de bataille. Le LDPR, le parti fondé en 91 par Zhirinovsky aussi, a désigné son candidat. Ce sera M. Slutsky, qui est un représentant un député et vice-président de la Douma d'État. Effectivement,
Gérard Depardieu, enfin, Monsieur Snowski à côté de Gérard Depardieu, c'est un peu comme Geneviève de Gaulle-Anthonioz, c'est un perdreau de l'année. Mais bien connu, notamment pour, d'une part, il a été le président du groupe d'amitié franco-russe, je crois, de la Douma. Et ensuite, il a pris une part importante, ou du moins dans les premières semaines de l'opération militaire spéciale, dans ce qui à l'époque était encore des rounds de négociation entre les deux parties Il était à belligérantes. Istanbul, je crois. Et l'autre formation politique qui est en train de désigner son candidat, c'est le Parti communiste. Alors, ce n'est pas encore officialisé. Il se dit que ce pourrait être M. Kharitonov, qui est âgé de 75 ans, qui a déjà été candidat en 2004. C'est un peu oublié. Il avait fait à l'époque 13% des suffrages. Il n'est pas certain qu'en 2024, le cas échéant, il puisse recueillir autant de voix. Enfin, Et peut-être notre ami Igor pourra présenter sa candidature au nom de l'association des EHPAD des Hauts-de-France. les EHPAD orthodoxes. Euh, Dernière nouvelle, franchement moins drôle. Elle concerne M. Navalny, un autre opposant, plus réel celui-ci, dont on est sans nouvelles depuis près de 15 jours maintenant. La seule certitude, c'est qu'il ne se trouve plus dans l'établissement pénitentiaire où il était depuis près de 2 ans, dans la région de Vladimir. Il a probablement été transféré ailleurs, mais personne n'a de ces nouvelles depuis près de 2 semaines. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Alors, merci tout ça. On a quelques questions. Comment sur les élections, Poutine a-t-il réellement un adversaire sérieux? Lequel d'entre vous Je ne crois pas que le système politique russe soit jamais joué selon le paradigme que nous connaissons en Europe occidentale, avec un système de concurrence politique. La Russie est un système holiste où tout opposant est a priori soit hérétique, soit un faire-valoir. C'est en tout cas ce qu'on a connu pendant les 20 dernières années. Et il sera intéressant de connaître, on verra ça sans doute dans les premiers sondages, mais sur quel pourcentage de voix pro-Kremlin compte justement l'administration présidentielle. Mais non, la notion même d'adversité ne fait pas partie du lexique politique aujourd'hui en Russie. Le, pour mémoire, Vladimir Poutine avait recueilli 76 ou 77% des voix en mars 2018. Donc, l'objectif, me semble-t-il, de l'administration présidentielle, c'est de faire un peu plus, probablement entre 80 et 85. Il s'agit aussi de faire en sorte qu'il y ait une vraie mobilisation, qu'il y ait un taux de participation significatif. Je crois, encore une fois de mémoire, qu'en 2018, on était à peu près à 2 tiers, ce qui est moins qu'en France d'ailleurs. Alors évidemment, certains diront tout ça peut se dessiner, comme on dit en Russie, mais tout ça se sait et se sent. Et dans le contexte actuel, ce que veut l'administration présidentielle, c'est un mandat fort, avec une participation forte, pour clore la séquence ukrainienne dans des conditions politiques eh bien, très différentes de celles de l'Ukraine, justement. D'abord, un scrutin qui a lieu et une élite politique, mais aussi une population soudée derrière son président, quelles que soient par ailleurs évidemment les spécificités du contexte politique russe et des conditions du scrutin. Euh, donc c'est un scrutin en réalité important. Donc le tour de chauffe a commencé avec la désignation des candidats qui sera terminée dans les jours qui viennent. La campagne sera courte, mais elle sera importante. Et on va voir Vladimir Poutine qui fera ce qu'il ne fait pas en temps normal, qui va beaucoup sortir. Il va beaucoup se déplacer en région, il va voir des gens, il va peut-être aussi euh, continuer à distribuer de l'argent, même si j'attire votre attention sur le fait que pendant la conférence de presse et la ligne directe de la semaine dernière, il a très peu promis en réalité. Alors, il faut dire que l'État russe est déjà très généreux et distribue beaucoup d'argent aux uns et aux autres. Donc peut-être ne sent-il pas cette obligation-là, en tout cas trop tôt dans la campagne. Il y a une petite fille qui a obtenu des deniers pour la réfection, soit d'un gymnase, soit d'une piscine, soit d'un quelque chose comme ça. Un Mais les grand petites filles classique. ont souvent des capacités de fundraising tout à fait inhabituelles, sauf peut-être à Outreau. Par contre, la question de l'inclusion dans le corps électoral des nouveaux territoires n'a pas été résolue encore.
Alors, ce qui a été décidé, alors, le ministère de la Défense et le FSB, il y a quelques semaines, avaient déclaré que le scrutin pourrait se tenir. Donc, et de mémoire, il y a 8 ou 10 jours, il a été décidé que les votants dans les 4 régions annexées, les Russes disent rattachées, pourraient voter même sans passeport russe, alors qui ont été pourtant largement distribués. Donc théoriquement, ceux qui le souhaitent pourraient même voter avec des passeports soit soviétiques, soit ukrainiens. Mais il est très clair, il est acquis que le scrutin se tiendra sur ces territoires. Les technologies électorales sont toujours le prétexte de créativité. Rappelons-nous des élections en Tchétchénie, notamment, où dans certains districts électoraux, le président Kadyrov avait obtenu largement plus de 100% des voix. C'est un problème d'enseignement des mathématiques, mais ça nous concerne aussi. Même les Corses ne savent pas faire ça encore. Que sait-on de la visite du Premier ministre Mishustin en Chine? Alors, Mikhail Mishustin s'est effectivement rendu en Chine, c'est son Par quel deuxième moyen est-il allé? à pied, à chameau. Non, ce qui est important, c'est que c'est le deuxième depuis le début de l'année. Et je dirais que on n'en sait pas grand-chose. Alors, il y a eu quelques déclarations, mais c'est peut-être plus important encore que les visites de Poutine parce que c'est l'intendance, c'est le suivi des accords et c'est la vraie densification institutionnelle d'une relation qui, par ailleurs, explose sur le plan économique. On est déjà à plus de 200 milliards de volume des échanges bilatéraux et qui atteint un niveau politique inégalé. Alors, encore une fois, on peut dire, on peut porter des bémols, dire effectivement et c'est vrai, que le contrat relatif au gazoduc Force de Sibérie 2 n'a toujours pas été signé. Vous imaginez ce que ce sera quand ce sera fait et quand le gaz de Force de Sibérie 2 affluera. On sera sans doute à 250, voire 200 milliards. Mais dans les faits, cette relation, elle est à son point le plus haut de l'histoire. Je profite de l'occasion pour faire un petit peu ma pub, hein. Finalement, on est juste avant Noël, euh, pour annoncer que j'ai rédigé un article sur le sujet, sur la relation russo-chinoise vue de Moscou, apparaître dans le Monde diplomatique en février, sauf changement éditorial, bien sûr. Et non pas dans Pif Gadget, comme certains interlocuteurs politiques. De haut niveau. Nous nous précipiterons, alors j'espère juste qu'il ne faudra pas le réécrire parce que la situation aura changé, mais bon. Pour revenir sur la question en elle-même, donc peu de choses ont filtré de la visite de Michoustine. On est vraiment sur des sujets très techniques, hein, voilà, de commission. On sait qu'il y a 8 groupes de travail qui ont été créés euh, sur des dossiers très prioritaires, l'agriculture, les infrastructures, etc. Et donc, il s'agit en fait d'une commission intergouvernementale, hein. C'est l'homologue de Michoustine, qui est un Premier ministre chinois, qui est la tête de, de cette commission côté chinois. Donc, voilà, Russes et Chinois font vivre cette relation économique qui se densifie de façon rapide et spectaculaire. Alors il y a une question un peu, non pas parallèle, mais qui allait faire Lavrov au Maroc? Ouais, Igor a répondu, hein, il Mm. s'agit, le vrai prétexte, entre guillemets, ou la bonne raison plutôt, c'est Marrakech, c'est le sommet entre la Russie et le Conseil du monde arabe, quelque chose comme ça. Et sur sa route, eh bien, Lavrov s'est arrêté en Tunisie, qui est un pays qui connaît un contexte politique particulier, hein, un durcissement du régime qui ne plaît pas aux Européens, dont les Américains se méfient un petit peu. Et donc, bon, la Tunisie est un pays qui historiquement a très peu de relations avec la Russie, de relations politiques en tout cas. C'est un pays qui est tourné vers la France, vers l'Union européenne, vers les États-Unis. La question, c'est est-ce que, à la faveur de cette donne politique intérieure nouvelle, s'ouvre ou ne s'ouvre pas une opportunité pour la Russie? Je pense que c'est comme ça, en tout cas, que les uns et les autres envisagent la chose, mais peut-être qu'Igor a un mot à ajouter. Oui, oui, en complément, peut-être rappeler que la relation entre la Russie et le Maroc, quand même, s'est très largement dépolitisée depuis une vingtaine d'années, qu'ils ont déroulé tout un agenda économique avec un commerce bilatéral qui est quand même en progression, hein, d'année en année. Aujourd'hui, on est entre 3 et 4 milliards par an d'échanges commerciaux, avec beaucoup d'importations de céréales notamment, mais pas seulement.
Donc il y avait je pense, il y avait un volet un petit peu qui se raccrochait à ça, mais il y avait aussi la volonté, visiblement de la part des Marocains et des Russes, d'accélérer la création d'un groupe de travail bilatéral, notamment pour la coopération entre leurs ministères des Affaires étrangères respectifs, justement pour traiter de tous ces sujets bilatéraux et régionaux. Et sur la Tunisie, pour ajouter un point par rapport à ce qu'a dit Arnaud, les Russes ont capitalisé sur leur positionnement, enfin Lavrov a capitalisé sur le positionnement de la Russie sur ce qui se passe à Gaza. C'est que la Tunisie quand même a des relations, on peut dire, mais sont extrêmement complexes avec Israël, pour une raison historique, hein, ce sont des bombardements israéliens sur Tunis notamment, à l'époque où Arafat était dans le coin. Donc il y a toujours évidemment cette question-là, et évidemment la Russie, avec le positionnement qui est le sien sur ce dossier-là depuis le 7 octobre, peut capitaliser aussi pour densifier sa relation avec Tunis. Donc, c'était un peu un angle mort sur le Maghreb, la Tunisie, parce que c'est pas la plus grosse économie, parce que c'était historiquement quand même plein de plan de la défense très dans l'orbite américaine, avec du matériel américain qui était acheté, etc. Les choses sont en train de se rééquilibrer. Et il y a aussi du tourisme russe qui s'est réorienté vers la Tunisie, notamment quand la Turquie s'est fermée pour pas de raison pendant un moment, avec plusieurs dizaines de milliers de touristes russes qui se sont rendus à l'époque où il y avait des liaisons aériennes en Tunisie. Bon, là, pour eux, évidemment, c'est un vrai sujet, puisqu'il y a moins de touristes français, comme chacun le sait, depuis quelques années, et donc ils font feu de tout bois, et s'il peut y avoir quelques dizaines de milliers de touristes russes qui viennent, eh ben, ils seront ravis de les accueillir. En fait, Igor, ce que tu nous dis, c'est que en cette fin d'année, entre la Russie et la Tunisie, c'est le compte à rebours qui bat. Oui, oui, si tu veux, Pavel, c'est une façon de voir les choses. Elle venait de loin, celle-là. Plus sérieusement, on nous pose la question sur le nouveau point chaud un peu au Moyen-Orient qui est le Yémen avec les Houthis qui semblent très très armés et capables Ouais. d'envoyer des missiles dans tous les sens. Quelle est la position à la fois géopolitique de la Russie là-bas? Et quelle est la différence entre un Houthi et un Hutu? Bon, je me contenterai de la question du président, si tu veux bien, Pavel. Euh, bon, le positionnement géopolitique de la Russie dans la région. Bon, la Russie, contrairement à beaucoup de pays occidentaux ou autres, ne dispose pas de base dans la région, comme la France a une base aux Émirats, les Américains ont des bases partout dans la région, les Turcs aussi ont une base d'ailleurs en Somalie, etc. Elle cherche à en obtenir une à Port-Soudan, c'est pas gagné. Enfin, il y a un cadre qui est posé, mais pour l'instant, il n'y a rien en mer Rouge de très concret. Euh, En revanche, elle essaye de promouvoir un concept de sécurité régionale qu'elle a rédigé et proposé à tous les acteurs de la région, au pays du Golfe, pour créer une forme d'architecture de sécurité dans la région du Golfe et par extension jusqu'à cette zone de la mer d'Arabie et du Golfe d'Aden. Pour l'instant, ça ne prend pas, mais elle continue de le promouvoir parce qu'elle est convaincue que si on règle la sécurité dans cette zone-là, ben, par espèce d'effet domino, mais un effet domino vertueux, celui-ci, eh bien, on pourrait régler pas mal déverrouiller pas mal de crises dans la région. Là, ce qui se passe avec les Houthis, ça rentre un peu dans ce cadre-là, parce que ce qui se passe avec les Houthis, en réalité, c'est un rapport de force entre les Iraniens qui sont les parrains des Houthis et qui alimentent les Houthis visiblement en matériel, et qui les supportent politiquement, ils soutiennent politiquement, logistiquement, et les Américains, les Iraniens faisant comprendre qu'ils continueront, je dirais, cette politique de soutien aux Houthis en sous-main tant que si la situation n'est pas réglée à Gaza. Bon, ça, c'est un prétexte peut-être, mais en tout cas, c'est évidemment une façon de prendre en otage le trafic mondial à travers cette zone qui est extrêmement ténue et à travers laquelle transitent chaque jour des milliers de navires et des centaines de milliers de tonnes de marchandises et qui donc fait exploser le prix des assurances, le prix pour les bateaux. Alors, sur les réseaux sociaux russes, on lit, après, il faudrait vérifier dans le détail, et pour ça, il y a des sites en ligne qui permettent de suivre les bateaux précisément, mais on lit que les navires qui sont affrétés par la Russie ou avec qui sont russes sont pas concernés par les tirs de missiles, soi-disant une espèce d'invulnérabilité de ces navires. En tout cas, ils sont pas concernés par cette menace-là, soi-disant. À vérifier, mais voilà ce qu'on peut dire en l'état, hein. Mais il y a une force maritime qui se met en place, emmenée par les États-Unis, hein, pour essayer de sécuriser cette zone, parce que c'est un vrai sujet. Il y a une très grosse crise à Gaza depuis le 7 octobre, mais là, il y a un point chaud, comme tu dis, et c'est quelque chose quand même de très très sérieux, cette zone-là.
Parlant des Hutus, d'ailleurs, il y a une comédie sur le drame du Rwanda avec Dustin Hoffman. Ça s'appelle Tutsi. No comment, comme disaient nos amis britanniques. On va finir sur cette note, ce 182e briefing. Donc, c'est un peu l'occasion de vous remercier, tous nos auditeurs fidèles, de nous avoir écoutés, soutenus toute l'année. C'est l'occasion de dire à nos membres aussi que on espère qu'ils ont senti notre soutien, celui de la Chambre tout au long de l'année. Je vais remercier nos équipes qui ont été formidables cette année, qui ont effectué un travail fantastique, depuis les petites mains jusqu'au cerveau les plus brillants. Voilà. Voilà. Et Euh, je pense que c'est une bonne chose d'avoir réussi à traverser cette année et que donc on va aborder l'année prochaine avec confiance. Donc nous nous retrouvons le 11 janvier. Notez bien cette date, ce sera la première mouture de notre briefing 2024. Donc en attendant, passez tous d'excellentes fêtes de Noël de fin d'année, que vous soyez en France ou en Russie ou ailleurs. Voilà, donc et comme toujours, tenez bon.